Donc moi, je suis enseignant-chercheur en mathématiques. J'ai fait un cursus assez classique, enfin en tout cas pas très pas exceptionnel. J'ai fait une thèse, pardon, je suis entré en alors, reprenons depuis le début. Donc j'ai fait un bac scientifique. Donc à l'époque ça s'appelle un bac C à Bordeaux. Puis après je suis entré à l'université de Bordeaux, qui était l'université la plus naturelle, où j'ai suivi des études scientifiques. Donc au début, ça commençait, c'était maths, physique, informatique. Et puis au fur et à mesure qu'on avançait, il fallait se spécialiser. Bon, et puis après, je me suis rendu compte rapidement que j'avais plus de goût pour les mathématiques qu'autre chose. Donc j'ai continué à avancer. Donc à l'époque, ça s'appelait le DUG, hein, c'est l'équivalent de la licence actuelle. Puis après, j'ai fait ce qui s'appelle une licence, donc l'équivalent peut-être du M1 actuel. Et après, donc ça se passait bien, donc je continue, hein. Moi, je n'ai pas posé de questions. Et j'ai fait après une maîtrise. Et après la maîtrise, donc ça correspond à peu près au master actuellement, peut-être, parce que là, à l'époque, le DUG, c'était 2 ans. Ouais, c'était 2 ans, une année de licence, une année de licence et de maîtrise, voilà. Et donc après, j'ai fait ce qui s'appelle un DEA, un diplôme d'études approfondies, donc toujours euh, à Bordeaux. Donc je trouvais qu'à Bordeaux, il y avait des gens qui faisaient ce qui s'appelle la théorie des nombres, la théorie algébrique des nombres, qui est un domaine finalement qui me plaisait bien. Donc je me suis laissé un peu guider. Donc j'ai fait une thèse. Donc j'ai fait d'abord un DEA, puis après j'ai fait une thèse à Bordeaux. Donc à l'époque, c'était relativement facile d'avoir des bourses de thèse, tout ça. Donc j'ai fait une thèse. Donc une thèse, ça prend à peu près 3 ans. Donc j'ai fini mes études, donc ça devait être en 1998, 97, 97. Donc après, le cursus classique, c'est après d'essayer de trouver à chercher un poste. Mais à l'époque, alors c'est un peu plus souple maintenant, mais à l'époque, c'est beaucoup plus rigide. Les postes étaient publiés en général, étaient publiés vers janvier-février, et les recrutements se faisaient environ en mai. Mais comme les bourses, en fait, étaient calées sur, les bourses de thèse étaient calées sur l'année universitaire, c'était assez classique de soutenir plutôt en juin. Donc on soutenait trop tard pour candidater. Donc on avait à l'époque qui existe encore, un dispositif d'ATER. Donc on était pendant un an resté attaché, attaché au département, mais maintenant comme enseignant-chercheur sur des postes temporaires. Donc j'ai fait ça. Et puis j'ai eu l'occasion, via un chercheur qui venait régulièrement dans le laboratoire à Bordeaux, de partir 2 ans, enfin pas dire, une première année à Montréal, donc à l'Université Concordia de Montréal, pour travailler avec lui. Et puis ça s'est bien passé. Alors donc je suis resté une deuxième année. Alors entre-temps, ce qui se passe évidemment, c'est que chaque année, on candidate sur les postes parce qu'on veut. Il faut savoir que la recherche en France, essentiellement, c'est l'universitaire, se fait soit à l'université, soit à l'UNCNRS. Et bon, il y a des postes, il n'y a pas des postes tous les ans. Il n'y a pas les postes tous les ans qui correspondent à notre domaine de recherche. Donc il faut rester toujours un petit peu bien alerte et ne pas manquer le coche. Et donc la deuxième année où j'étais à Montréal, j'ai candidaté sur un poste. Et là, j'ai eu plusieurs réponses positives. Et en fin de compte, après plusieurs pérégrinations, je me suis retrouvé à Lyon. Donc j'étais embauché à Lyon à ce moment-là. Et après, donc j'ai fait l'essentiel de mes recherches après à Lyon, donc en français de chercheur à Lyon. Il y a juste eu un moment dans les années 2010 où j'ai eu l'opportunité de partir 2 ans comme professeur invité au Japon, donc j'ai fait ça. Et puis après, je suis revenu à Lyon. Voilà. Donc un cursus classique, alors classique, non pas classique, mais en tout cas, c'est un cursus universitaire. C'est vrai qu'en général, il y a beaucoup de gens qui arrivent à leur recherche plus en passant par les classes préparatoires et puis après le NS, mais il y en a aussi pas mal qui viennent de l'université, oui. Alors moi, je fais des recherches en mathématiques, mathématiques pures. Donc c'est un domaine qui est assez libre au sens où il n'a pas de contraintes vraiment de moyens, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire des mathématiques pures, hein. Ça, c'est on a besoin de papier et un crayon. Alors maintenant, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses avec des ordinateurs, mais c'est pas beaucoup moins que dans d'autres domaines où on a besoin de faire des modélisations ou quoi que ce soit. Et qui est aussi libre au sens que
nos recherches ayant peu d'applications d'intérêt, on n'a pas de pression pour faire des choses dans un domaine ou un autre. Donc moi, j'ai commencé à faire de la recherche en théorie des nombres, parce que c'est ce qui se faisait à Bordeaux, en théorie algébrique des nombres. Donc en gros, l'idée de la théorie algébrique des nombres, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe quand on va un peu au-delà des rationnels. Donc on a les nombres entiers, on a les nombres rationnels, et puis on commence à regarder ce qu'on pourrait faire un peu plus poussé. Et la généralisation la plus naturelle, pour plein de raisons, c'est de regarder des polynômes à coefficient entier, de regarder leurs racines, de regarder qu'est-ce qui se passe quand on rajoute à l'ensemble des rationnels ces racines-là, et qu'est-ce qu'on obtient comme structure, qu'est-ce qui reste vrai, qu'est-ce qui reste pas vrai. C'est un domaine qui arrive assez naturellement parce que, par exemple, quand on regarde le dernier théorème de Fermat, donc, qui regarde l'équation x à la puissance n plus y à la puissance n égale z à la puissance n, donc c'est un problème très célèbre en mathématiques. Euh, Même si c'est un théorème qui, en fait, donc je ne vais pas l'exprimer explicitement ici, mais enfin, c'est ce qu'on veut, c'est regarder les solutions avec x, y, z entier et n entier supérieur ou égal à 3. Donc, les solutions qui sont évidentes, par exemple, quand il y en a un des trois, on parle x, y ou z qui est égal à 0. Voilà, mais on regarde. Et en fait, on se rend compte rapidement que si on travaille juste avec des entiers, on n'y arrive pas. Et il faut rajouter des choses. En fait, ce qu'il faut rajouter ici, ce qui vient assez naturellement, c'est les racines d'unité, les racines n d'unité, parce que ça permet de factoriser le polynôme x puissance n plus y puissance n. Et donc, ça veut dire qu'on ne travaille plus maintenant dans le rationnel, mais on travaille dans le rationnel auquel on a rajouté les racines de n d'unité. Et donc, on a une nouvelle structure, de nouveaux objets, des choses qui étaient vraies, qui sont plus vraies, ainsi de suite. Et donc, c'est un peu la théorie algébrique des nombres. Et il se trouve qu'à Bordeaux, il y avait une équipe qui faisait ça, mais qui faisait ça, et c'était très nouveau. Enfin, ils avaient commencé à faire ça dans le milieu des années 80, donc c'était assez nouveau quand je suis arrivé en thèse, de manière explicite. C'est-à-dire qu'en théorie algébrique des nombres, il y a plein de résultats qui vous disent cet objet existe là, on a cette chose-là qui existe, mais la question, c'est est-ce qu'on peut les calculer dans un exemple précis? Et donc, moi, j'ai travaillé là-dessus, donc c'est ce qu'on appelle la théorie algorithmique des nombres. Et donc, il y a un système qui existe encore, qu'on peut trouver à sa fenêtre, qui s'appelle Paris GP, PARI GP, et qui est un système de calcul de développement en théorie des nombres, sur lequel j'ai travaillé pendant très longtemps, et qui a été développé à Bordeaux. Après, j'ai fait aussi un truc qui s'appelle les unités Stark. Alors, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais c'est un domaine qui est assez. C'est juste parce que j'ai rencontré, durant ma séjour à Bordeaux, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait là-dessus, et ça m'a plu. Donc, voilà. Et donc, j'ai travaillé là-dessus pendant bien une vingtaine d'années. Et puis, comme ça peut être le cas souvent dans la recherche, à un moment ou à un autre, on a envie de passer à autre chose. Et donc, depuis maintenant à peu près 7-8 ans, non, un peu moins, peut-être 5-6 ans, je suis passé à ce qu'on appelle la formalisation. Donc, c'est un truc aussi qui est assez nouveau. C'est l'idée de dire, bah, les maths, en fait, c'est des trucs, en principe, si c'est correct, c'est des trucs très formels ou très structurés où il y a une logique, il y a pas de place à l'improvisation. Et donc, ça devrait être parfait pour être sur un ordinateur. On pourrait, finalement, on devrait pouvoir apprendre les maths à un ordinateur de manière totalement logique. Et l'ordinateur pourrait dire si les preuves qu'on trouve un peu à droite et à gauche sont correctes ou pas. Et donc, c'est ce qu'on fait avec la formalisation. Et donc, c'est un domaine où on essaie de prendre les preuves existantes et on les met sur ordinateur. Et l'ordinateur, évidemment, est très exigeant parce que souvent, dans les preuves, il y a des trous, il y a des approximations ou des trucs qui sont implicites. Et l'ordinateur, non, il veut qu'on explique toutes les étapes les uns après les autres. Donc, c'est quelque chose qui est très enrichissant, mais qui est aussi très contraignant. Et donc, je fais ça depuis maintenant 5-6 ans. Alors, moi, je suis peut-être pas un très, très bon exemple parce que j'ai pas vraiment, enfin, j'ai choisi. Si oui, non. C'est-à-dire que, comme je t'ai expliqué, je suis arrivé, donc j'ai fait la fac. Je me suis inscrit en physique, donc le DUG de physique, maths, informatique. Assez vite, je me suis rendu compte que la physique, c'était pas fait pour moi, parce que je comprenais pas pourquoi dans certaines équations, on disait cette quantité-là, finalement, on va la négliger, mais celle-là, on la garde. Et ça, j'imagine que c'était mon esprit, était un peu choqué. Donc, j'ai eu beaucoup de mal avec la physique. L'informatique, peut-être à l'époque, c'était pas très excitant. À l'époque, on faisait beaucoup du Lisp. Alors, je sais pas si tu connais le Lisp, mais c'est un langage de parenthésage. Ouais, c'est le Lisp. Il y a beaucoup, beaucoup de parenthésage. Il faut faire très attention. Enfin, c'est pas très excitant non plus. Bon, je mets bien, mais c'est pas trop. Et puis, finalement, je mets bien les maths. Donc, je me suis retrouvé à faire des maths un peu par défaut. Donc, quand je suis arrivé en licence et maîtrise,
Je faisais que des maths et j'étais plutôt doué. Et j'étais plutôt doué en algèbre qu'en analyse. J'étais pas trop en analyse, donc je continué à faire de l'algèbre. Et comme j'ai dit, à Bordeaux, ils faisaient de l'algèbre en théorie des nombres. Alors ça me plaisait bien, donc j'ai continué à faire de la théorie des nombres. Et puis quand je me suis retrouvé suffisamment avancé, je me suis rendu compte que c'était avec une formation telle que celle que j'avais, c'était soit enseignant-chercheur à l'université, soit passer la grecque et devenir enseignant au lycée ou peut-être même en classe prépa. J'avais pas tellement envie de devenir enseignant en lycée en classe prépa, donc j'ai dit pourquoi pas chercheur et puis voilà. Finalement, je ne regrette pas, mais c'était pas prévu dès le départ de faire de l'argent. C'était pas quelque chose qui était, c'était pas mon plan de carrière au départ. Je peux t'expliquer, oui, alors, ce qui est pas forcément une journée type, mais le travail type. Alors d'abord, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux métiers différents, qui sont pas les mêmes, qui sont enseignants-chercheurs et chercheurs. C'est-à-dire, les chercheurs, c'est essentiellement ceux qui, alors en France, qui sont au CNRS. Je peux pas en parler, moi je pense, enfin je connais un petit peu, mais je vais pas trop en parler pour eux, euh, qui essentiellement ne font pas beaucoup d'enseignement, voire pas du tout. Donc moi je suis enseignant-chercheur. Alors enseignant-chercheur, statutairement, on est censé faire 50% de notre temps en enseignement, 50% de notre temps en recherche. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête si on veut devenir chercheur, c'est qu'en France, a priori, il y a beaucoup plus de postes qui sont d'enseignants-chercheurs que de chercheurs, donc on sera plutôt à l'université. Et donc, il faut faire de l'enseignement. Alors, l'enseignement, c'est pas quelque chose c'est quelque chose je pense que c'est une très bonne chose que les enseignants-chercheurs, justement, fassent de l'enseignement, parce que ça permet aussi de penser à autre chose que des recherches, donc ça s'ouvre la tête. Malheureusement, on ne peut pas nier le fait que nos conditions de travail à ce côté-là sont un petit peu détériorées depuis quelques années, parce que non seulement on fait de l'enseignement, mais on fait surtout de plus en plus de la gestion administrative de l'enseignement. C'est-à-dire qu'on est censé, on passe beaucoup de temps à mettre en place les cours, gérer les problèmes que peuvent avoir les étudiants, tout ça, des choses qui ne sont pas du tout pédagogiques, mais qui sont là. Donc ça, c'est une grande partie du travail. C'est aussi ça. Donc moi, par exemple, là, je vais être en charge à la rentrée, par exemple, de la répartition des enseignements. C'est-à-dire qui va enseigner quoi. Et ça, c'est un gros travail, parce qu'évidemment, les gens ont leurs exigences, et il y a des contraintes par ailleurs. Enfin, donc voilà. Donc, il y a une très grosse partie d'administration, qui n'est pas la chose qu'on préfère le plus. De plus en plus, il y a aussi maintenant un financement qui se fait par contrat. Alors même si on n'a pas besoin de beaucoup d'argent à l'université, on a quand même, enfin en mathématiques, je veux dire, on a quand même besoin d'argent pour voyager ou organiser des conférences. Avant, la manière dont ça se passait, c'est que le laboratoire transmettait beaucoup d'argent, enfin, disons, c'est une bonne somme d'argent, et après, il répartit aux gens selon les besoins. Voilà. Maintenant, on fonctionne de plus en plus par contrat, c'est-à-dire que le laboratoire reçoit beaucoup moins d'argent, et les gens dans le laboratoire qui veulent faire des choses, il faut qu'ils fassent des contrats. Donc, ils fassent des contrats, des contrats. Donc, ça veut dire qu'ils demandent des dossiers qui ont souvent des parties administratives assez longues et rébarbatives. Il faut aussi des parties scientifiques. Donc, c'est vraiment un gros, gros travail pour avoir le droit d'avoir l'argent pour faire la recherche qu'on va en faire. Donc, ça, c'est un petit peu regrettable aussi. Voilà. Donc, ça, c'est un peu les aspects rébarbatifs. Après, les aspects recherche, les aspects recherche, alors en mathématiques, sont très libres. Hein, donc, par exemple, aujourd'hui, là, je suis chez moi. Hein, c'est pas chez moi, donc je suis chez moi. Je suis même sur ma terrasse. Et je me suis mis sur ma terrasse avec mon ordinateur et je travaille comme ça. Et puis quand j'ai pas envie de travailler, je fais faire un tour au frigo, je vais faire une balade, tout ça. Donc la recherche, en fait, est très libre. Il n'y a pas vraiment de journée typique parce que, en fait, en recherche, si tu veux, la recherche, c'est pas un travail qu'on peut faire de manière continue avec une certaine progression. C'est-à-dire, bon, j'imagine que si j'étais charpentier, je pourrais c'est pas, prendre du bois, c'est du bois, monter des étagères, tout ça. Voilà, il y a toujours une étape qui suit l'étape, qui suit l'étape. Enfin, en recherche, il y a un moment où on va se retrouver par rapport à un mur, on va dire, bon, mais ce que je cherche là, je ne trouve pas. Et je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Voilà. Et donc dans ces moments-là, il faut trouver soit faire autre chose. Donc, c'est là que l'enseignement peut être bien parce que ça permet de s'ouvrir la tête à autre chose, ou peut-être changer de domaine de recherche, ou changer enfin, changer les idées. Et puis, il y a des moments où ça avance tout seul, où on a trouvé le déclic.
On dit, ah ben oui, je suis bête, en fait, il faut faire les choses comme ça, et puis après, tout s'enchaîne. Donc, il y a des phases qui sont qui peuvent être assez frénétiques, où tout ça fonctionne bien, où on avance, et phases qui peuvent être très frustrantes, où là, on se retrouve un peu coincé, et il faut, dans ce cas-là, avoir une grande patience et une grande résilience pour être capable de rebondir. Mais en tout cas, de mon point de vue, de la recherche mathématique où on est relativement libre, il n'y a pas de journée type au sens que je vais pas à 8 heures au bureau, je travaille jusqu'à 16 heures ou 17 heures, puis je rentre à la maison. Non. Je vais au bureau quand j'ai besoin de revoir des collègues, quand j'ai des réunions importantes, quand j'ai des enseignements, quand j'ai envie de travailler au bureau parce que c'est peut-être plus facile, ou sinon je travaille là où je suis ou comme je peux. Alors, moi, je vais encore parler des mathématiques. Alors, j'ai un message qui va être un petit peu ambigu. Enfin, d'abord, le message général ambigu. Parce que je vais dire que c'est un métier fantastique. Moi, je suis très content de faire ce métier-là. D'aucuns se plaignent que c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'études et que par rapport au niveau d'études qu'on a fait, on n'est pas super payé, surtout en début de carrière. Ça, c'est indéniable. Mais d'un autre côté, on a une liberté de travail euh, qui est aussi qui n'a pas de prix. Donc après, c'est à chacun de voir ce qu'il veut. Mais c'est pas, alors, en tout cas, c'est pas un métier qu'il faut faire pour l'argent, c'est sûr. C'est un métier qu'il faut faire parce qu'on a envie de faire. Donc moi, j'ai un métier que je conseille tout à fait. Alors maintenant, le bémol, qui n'est pas moindre, c'est que c'est un métier qui est de plus en plus difficile à faire, surtout en mathématiques, tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de postes. Et ça, alors ça peut-être, alors ça va par vague, hein, peut-être que ça va revenir avec les pyramides des âges, je sais pas, mais c'est vrai que je vois des collègues maintenant qui ont fait des superbes thèses et qui ont beaucoup, beaucoup de mal à trouver du travail parce qu'il y a très peu de postes, ou alors il faut qu'ils partent, mais ils n'ont pas forcément envie de partir. Et ça, c'est un peu regrettable. Donc moi, je conseille tout à fait ce métier, enfin d'essayer de lancer cette voie, mais il faut que toute personne qui s'engage dans cette voie garde bien en tête que bah, il y a la possibilité qu'à un moment ou à un autre, ça marche pas et qu'on se retrouve la seule. Alors essentiellement, il y a les métiers qu'on peut faire maintenant, c'est ben, évidemment, il y a enseignant en lycée ou en classe prépa, qui a une thèse en général, on n'a pas de difficulté à devenir enseignant en classe prépa, voire même à l'université. Il y a des postes à l'université qui sont des postes d'enseignement pur. Après, c'est vrai que cette dernière année, les choses se sont un petit peu décantées. Avant, quand on avait une thèse de maths pure, les entreprises ne voulaient pas trop embaucher les gens parce qu'ils pensaient que les gens n'étaient- n'avaient pas les pieds sur terre et n'étaient pas capables de faire quoi que ce soit. C'est moins vrai maintenant, c'est vrai parce que les mathématiciens commencent, notamment avec tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, à avoir un peu plus de la côte. Donc, il y a la possibilité aussi de trouver des boulots maintenant dans le privé aussi. Donc ça, je dirais, c'est un métier, moi, que je conseille fortement, hein, les métiers de la recherche en général ou mathématiques en particulier. Alors, il y a d'autres domaines, en biologie ou tout ça, où ça peut être un peu plus tendu parce qu'il y a du travail par équipe et donc là, il peut y avoir la pression aussi, mais je pense que c'est quand même des vrais métiers très intéressants. Voilà, donc après, tu parlais des jeunes filles. Alors ça, un fait qui est indéniable, c'est qu'on voit, enfin moi je vois dans mon cursus que dans beaucoup de classes, notamment en licence, ouais, il y a des jeunes filles qui sont d'excellentes qualités, des qualités, qui sont vraiment très très bonnes, et qui, pour des raisons, j'imagine, sociales ou quoi que ce soit, ne prennent pas conscience du fait qu'elles peuvent aller plus loin, qu'elles ont les capacités, et elles ont tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Et, euh, et ça, je crois que c'est dommage, c'est très dommageable, hein, parce il y a un manque, enfin, il y a un manque de femmes en mathématiques, c'est ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je veux dire, en mathématiques, je pense qu'on est, je, c'est pas impossible que ce soit même peut-être la matière
où les femmes sont les plus sous-représentées. Et ça, c'est très, très dommageable, hein. Donc, faut surtout pas se brider. Et en fait, il n'y a pas de raison de se brider. Enfin, maintenant, il y a des rôles modèles qui sont très importants en mathématiques. Récemment, il y a eu plusieurs femmes qui ont été médaillées Fields et qui ont fait des contributions vraiment phénoménales. Et donc, je pense faut sortir un petit peu du carcan. Alors, il y a un carcan qui dit déjà que les maths, c'est c'est pas pour moi, c'est compliqué, tout ça. Et que les maths, c'est pour les garçons. Non, c'est pas vrai. Les maths, c'est pour tous ceux qui ont un esprit qui est capable de fonctionner. Et autant que je sache, il n'y a pas plus d'hommes ou de femmes qui ont un esprit qui est capable de fonctionner que. Voilà. Donc, non. Donc, j'encourage fortement euh, parce qu'il y a il y a une demande hein, de plus de femmes en mathématiques. Ça, c'est sûr. Il y a besoin de plus de femmes en mathématiques. Oui. Bah, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je vais parler vraiment de ce qui se passe en mathématiques et en mathématiques pures, hein. Je veux pas non plus le portrait un peu sombre que j'ai fait sur les carrières en mathématiques, en assurance-chercheur. Je veux pas qu'elle soit mal interprétée comme étant trop généraliste. Je pense que dans d'autres domaines, il y a des recrutements. Et je pense en fait que même si on fait quelqu'un de nos, je dirais que si quelqu'un fait de nos jours une thèse en mathématiques avec la bonne idée d'y mettre un petit peu d'informatique, un petit peu des choses à la mode, d'intelligence artificielle, tout ça, on peut trouver plein de débouchés, hein. Et je pense que c'est plus les mathématiques un petit peu pures à l'ancienne qui sont plus difficiles il sera plus difficile de trouver du travail, en tout cas à l'heure actuelle, mais peut-être que ça va changer dans le futur. Et enfin, j'encourage tous ceux qui ont envie de faire de la recherche très fortement de faire de la recherche. C'est sûr, c'est un très beau métier.